Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point lecture. On va être que dans de l'imaginaire. On aurait pu être presque sur de la romantasy, en tout cas sur 3 d'entre eux, mais il n'y aura pas de romantasy. On va commencer avec ce livre. Leur sang coule dans tes veines de Rachel Burge aux éditions Casterman. Et il faut juste que je me souvienne du prénom d'un des personnages dont j'ai oublié le nom, malheureusement. Sinon c'est pas drôle. Stig, voilà. Je l'ai même pas vu qui vient de me revenir. On suit Martha, qui est une jeune fille de 17 ans borgne, qui, là on est en Norvège, et en fait, elle a un don en fait. Elle ressent les émotions des gens en les touchant, et ce don commence à prendre des proportions telles qu'elle se dit c'est pas possible, je vais aller voir ma grand-mère, elle saura m'aider. Elle y va, je suis pas sûre qu'elle ait prévenu sa famille d'ailleurs. Et en arrivant là-bas, elle doit se rendre dans une ville qui est vraiment au fin fond de la campagne en Norvège. En plus il neige, enfin il y a vraiment tout le truc pour montrer vraiment que c'est isolé. Et en fait quand elle arrive, sa grand-mère, elle découvre que sa grand-mère est décédée, et à la place de sa grand-mère, il y a un squatter qui s'appelle Stig. Ce jeune homme est un peu ténébreux, enfin bref, honnêtement visuellement il est cliché. Sauf que c'est pas un méchant, il n'est pas méchant du tout. Il avait juste besoin d'un endroit où aller, et comme il n'y avait personne, il est resté là. Et du coup, forcément, Martha va devoir se débrouiller toute seule pour comprendre ce qui se passe, surtout qu'il y a des ombres étranges qui gravitent autour de la maison. Ça donne une atmosphère assez lugubre, mais pas horreur. C'est ce que j'ai bien aimé, on est plus dans l'étrange que de l'horreur. Moi, vous savez que je fais très attention sur cette distinction-là. Et il y a un arbre en fait dans la cour qui fascine Martha depuis son enfance, et elle est sûre qu'il y a un lien entre son don, entre ce que sa grand-mère était censée lui apprendre, et cet arbre. Donc on est dans de la mythologie nordique qui est vachement bien intégrée à l'histoire, vachement bien abordée. Je connais un peu, alors je connais pas tout, hein, sincèrement. J'ai pas vu les films qu'il y a. Les films là, j'ai oublié les titres, mais je les ai pas. J'en ai vu un, je crois, sur Thor. Donc ça aborde un peu la mythologie nordique, mais la pure et dure, je la connais moyen. J'ai déjà lu une saga qui s'appelle, enfin le premier tome s'appelle Sigurd. Si j'y pense, je vous mets ça en barre d'infos. Par contre, la maison d'édition elle est en pause pour le moment, ce qui est dommage parce que franchement c'était des bons livres. Que vous dire? Du coup, on est dans une sorte de huis clos très intéressant. Martha, on sent que le fait qu'elle est borgne, c'est un handicap qu'elle a du mal à accepter, qu'elle vit pas très bien. On découvre comment elle est devenue. On découvre aussi que ça va avoir un lien forcément avec son don, j'en dis pas plus, mais ce don est particulier, vraiment particulier. Et j'ai vraiment bien aimé comment c'est amené, les personnages sont hyper intéressants, et adaptés aussi pour un public ado quand même, parce qu'on reste sur un public ado. Et à la fin, franchement, ça donne juste envie de lire la suite, parce que justement, en fait, on peut s'arrêter là si on veut. Si on a bien aimé le livre, mais qu'on n'a pas de là acheter la suite, on sera pas frustré. Mais moi, j'ai très envie, parce que Stig, il cache quelque chose. On sait pas quoi, mais pour le savoir, il faudra lire la suite. Voilà. Ensuite, ouais, alors les piles là que vous voyez, vous inquiétez pas, ça c'est les réceptions à venir que je vous présenterai prochainement. Et ça c'est ce que j'ai chroniqué en vidéo, mais pas encore à l'écrit. C'est pas les seuls, mais je me donne l'illusion qu'il y en a pas beaucoup. C'est psychologique. Ensuite, Fille du destin, le tome 1, Les émeutes de la nuit sans lune, de Kika Atsopoulou, aux éditions La Martinière, que j'ai chroniqué à l'écrit il n'y a pas longtemps, parce que oui, avant je faisais un ordre, maintenant il n'y a plus d'ordre. C'est ma vie et le chaos de... enfin bref, tout est calme. On va y arriver. On est à Alante, où la cohabitation est difficile entre humains et héritiers des dieux. Et on va suivre parmi ces héritiers Io, qui est descendante de l'une des déesses du destin. Elles sont 3 sœurs en fait, mais on va suivre Io, qui elle a la capacité de couper les fils du destin, contrairement à ses sœurs, qui elles ont d'autres capacités. Et en fait, la particularité, c'est qu'au début du livre, on va découvrir qu'il y a des meurtres perpétrés par une femme aux filles de vie coupées. Enfin, un meurtre. Mais on va se rendre compte qu'il y a d'autres personnes qui, malgré un fil de vie coupé, continuent à vivre, ce qui est très bizarre. Alors pas longtemps, mais ils vivent quand même. Et Io, en fait, va se retrouver à enquêter sur
sur ce qui se passe avec un autre jeune homme dont j'ai pas Edei, je sais pas comment on dit, Edei Runa, avec qui elle partage un fil du destin, le désignant comme son âme sœur, donc évidemment que ça va compliquer les choses. Elle a tout fait pour le fuir jusqu'à maintenant, et là surtout elle travaille avec lui. Et lui, il fait partie d'équivalent d'une mafia, en fait, pour faire simple. Et c'est vachement bien fait. Honnêtement, le livre, sur le coup, je me suis dit, ah, encore sur les mêmes divinités et tout. Mais cette histoire de fil de vie coupé, de meurtre, ce côté enquête m'intéressait, c'est pour ça que j'ai craqué et j'ai bien fait. Parce que c'est fascinant, les descriptions sont hyper bien faites, on est vraiment dedans. Io est une jeune fille qui apprécie pas son don mais qui vit avec. On sent qu'elle est partagée entre ce côté très je prends les choses en main, je prends mes responsabilités, mais en même temps elle manque de confiance en elle et il y a ce paradoxe chez elle qui est hyper intéressant. Et Dei, on sait pas trop quoi penser au début, puis au fur et à mesure du temps on apprend à le connaître. J'ai pas vu venir la coupable. Très franchement, je n'ai pas vu venir la coupable pour une fois. En jeunesse, c'est quand même quelque chose et je suis très curieuse de voir un peu ce que ça va donner pour les sœurs. Parce que l'une d'entre elles, en fait, a disparu. L'autre, elle est sympa, mais je sais pas, il y a un truc qui sonne faux, il y a quelque chose qui me... voilà. Et au regard de ce qui se passe à la fin, ça donne juste envie de lire la suite. C'est le genre de fin un peu frustrante où on sait que si on veut avoir toutes les réponses, il va falloir y aller, quoi. Et Io prend confiance au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire. On sent que l'autrice, elle a vraiment visualisé tout, tout a été vraiment pensé, réfléchi, travaillé. Bref, j'ai pas grand chose de plus à en dire si ce n'est lisez-le. En plus, c'est vraiment original. Ensuite, non, je vais faire que ça. Moi, je me décide sur l'ordre des livres seulement maintenant. Tout est logique. Excalibur, le tome 1, La Fabrique des Rois de Gabriel Katz aux éditions Scrigno. Je suis une grande fan de Gabriel Katz, vous le savez, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un livre en fantaisie de sa part. Alors forcément que je me suis ruée dessus, on est sur une réécriture de la table ronde comme vous pouvez l'imaginer. Et dès le premier chapitre, on rentre dans le vif du sujet, l'auteur nous réinvente ce mythe d'une manière très originale que j'ai jamais imaginée. Je me suis pris dès le premier chapitre, je me suis pris le truc, je vais what? Je dirais pas grand chose d'autre parce que franchement, j'ai pas besoin de vous présenter le mythe de la table ronde, mais grosso modo, ce tome 1 porte très bien son nom, La Fabrique des Rois, c'est exactement ce qu'il imagine. C'est deux personnages dont je dirais pas les noms volontairement parce que franchement, dans le premier chapitre, j'ai pas vu dire quel personnage c'était, décident qu'il faut fabriquer un roi pour représenter. Bref, ils veulent fabriquer un roi. On va faire c'est plus simple comme ça. Leur choix se porte sur Kay, jeune homme qui est prometteur, qui paraît vraiment parfait pour le rôle, sauf que manque de peau. Il y a Arthur qui arrive au moment où normalement c'est Kay qui devrait prendre Excalibur, donc ici Excalibur. Et du coup Arthur en fait n'est pas présenté du tout de la même manière qu'on a pu le voir dans des films, des séries, etc. On nous présente de manière tellement différente, c'est juste impressionnant. Kay on le voit quasiment pas. Jusqu'à maintenant c'est vrai qu'on l'a il n'a jamais été mis en avant. On a forcément Merlin qui apparaît, j'ai adoré le rôle qu'il a donné à Merlin, je trouve ça hyper bien. Il y a forcément tous les personnages emblématiques, Lancelot et Galahad bref, il y en a tout plein. Il a choisi d'en mettre 12 sur la table ronde et je vous invite à vous renseigner parce que moi j'ai appris des choses rien que dans le tome 2 à la fin il a mis un petit explicatif sur pourquoi il a choisi de réécrire la table ronde et tout ça et j'ai appris plein de choses. Franchement je vous invite à le lire à l'occasion parce que ça peut être hyper intéressant, ça m'a donné une autre vision et pour être tout à fait franche j'adore Gabriel Katz mais c'est pas son héros, enfin de mon point de vue. Moi je suis désolée, le puits des mémoires, je pense à celui-là parce que c'est le premier que j'ai lu et que je me souviens encore d'avoir ouvert le livre et de m'être dit juste regarder le style d'écriture, il m'a dit on va le lire plus tard parce que ça sinon ça va finir en nuit blanche, ce qui était pas loin d'être vrai, mais il est bon je dis pas, mais par rapport à ce qu'on a l'habitude de Gabriel Katz, j'ai trouvé ça différent et du coup j'ai un petit manque de quelque chose, je ne sais pas quoi exactement. Peut-être, je me suis dit, sûrement parce qu'il a choisi de réécrire la table ronde,
et que de fait il avait... Ça le restreint en fait dans ses choix, on va dire, d'écriture peut-être. Je sais pas, c'est la seule option que je peux vous présenter. Ça reste du bon Gabriel Katz si vous voulez commencer, je pense que c'est bien pour commencer un Gabriel Katz. Et après vous montez en puissance, on va dire ça comme ça. Je sais plus si j'écris la chronique ou pas, donc je vais le mettre à côté de moi. Ensuite, Sorcery of Swords de Margaret Rogerson chez Big Bang. Ici on suit Elisabeth qui a grandi au milieu des grandes bibliothèques d'Ostermere. Elle veut devenir une gardienne, sauf que manque de peau pour elle, le jour, il y a un jour, enfin nuit pour le coup, où un grimoire se transforme en terrible monstre de cuir et d'encre, sonnant mort et destruction. Elle est évidemment accusée, de fait elle est envoyée dans l'équivalent de la capitale, mais entre temps elle va rencontrer surtout Sorn qui est un magicien, enfin sorcier pardon, tant pour moi, Nathaniel Sorn. J'ai retenu que son nom de famille, le pauvre. Nathaniel qui se montre très distant et plein de sarcasme. Il se moque de la naïveté dont peut faire preuve Elisabeth. Elle est naïve et gaffeuse en fait. Il manque de confiance en elle aussi. Mais elle a tellement de préjugés sur les sorciers, du fait de l'éducation qu'elle a eue, parce qu'elle est orpheline. Du coup il se moque pas mal de ça, il y a des sarcasmes qui sont juste divins. Moi j'ai rigolé sur ces passages là, j'ai rigolé totalement. Et il a un serviteur qui s'appelle Silas. Silas c'est juste divin ce personnage. Quand je vois ce livre je pense à Silas, je ne pense même pas aux deux personnages principaux. Si je commence par Silas et après on va vers le reste. Je dirai rien sur Silas, je vous laisse découvrir parce que je trouve que dans le résumé ils ont été bons. Ils ont rien dit sur Silas mais ils ont bien fait. Sans Silas, ce livre, je pense, n'aurait pas la même saveur, très honnêtement. Et en fait, Elisabeth va très vite comprendre ce qui se passe, qu'il y a un complot qui est en jeu, enfin il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui pourrait détruire le royaume entier. Donc elle décide de faire ce qu'il faut, enfin c'est même pas prendre ses responsabilités, c'est limite suicidaire ce qu'elle prend comme décision. Au début, Nathaniel veut pas s'en mêler, mais finalement il va le faire. Évidemment qu'il y a une romance, mais j'ai adoré la romance. Vous voyez, je râle toujours sur la romance, mais là je la trouve parfaite. Parfaitement dosée, parfaitement gérée. Ce genre de romance me dérange pas du tout, parce qu'elle n'est pas en avant. Elle est vraiment en fond. C'est vraiment... il se rapproche en même temps qu'il progresse dans l'histoire en fait. L'histoire avance. C'est pas genre je te mets un fond de fantaisie pour faire genre faire venir le lecteur quoi. Là moi je suis totalement d'accord avec ce genre de choses. J'ai découvert tout à l'heure grâce à Elise Book, je la taguerai si j'y pense, n'hésitez pas à me redemander le lien, que dans la version Silas Collector il y a des commentaires de Silas dans les marges. Et je suis profondément déçue de ne pas avoir pris cette version parce que très sincèrement ça doit valoir la peine. Si vous avez l'occasion d'acheter, prenez la version édition collector Silas parce que avoir les commentaires de Silas dans les marges plus la nouvelle qui a été éditée à part une première fois, je pense que ouais, pour le coup c'est ce que j'appelle une édition collector qui en vaut la peine. Je regrette de ne pas avoir lu ce livre plus tôt. Je me souviens que ma libraire, quand j'ai fini par l'acheter, elle m'a dit honnêtement je suis étonnée que tu n'aies pas acheté plus tôt parce qu'il y a tous les ingrédients pour toi et effectivement. Mais à l'époque il était tellement connu, je n'entendais parler que de la romance, jamais de l'histoire en elle-même alors que l'histoire elle est hyper bien faite. La créativité autour des bibliothèques, des livres, parce que tous les livres ont des pouvoirs dedans, ils ont des expressions, ils ont les grimoires ont une importance, il y a différents niveaux, enfin je vous laisserai découvrir mais il y a vraiment une créativité absolument incroyable, je vous laisse vraiment découvrir ça, il fait pas cette épaisseur pour rien, on va dire. Et si je vous dis ça, c'est parce que le suivant, on va être moins d'accord. Enfin, c'est plus compliqué. Force Wings de Rebecca Yarros aux éditions Hugo Roman. Au début, je l'ai fui. Et puis, je voyais des avis, machin, tout ça, et je me suis dit à un moment donné, mais il y a quand même un truc qui m'intrigue. Et il y a une blogueuse, une influenceuse sur Instagram qui m'a dit, t'inquiète pas, la romance n'arrive qu'à la fin. Donc je me suis dit, allez, je vais y aller, on verra bien, parce que l'héroïne a un handicap. Et ça, je me dis, ça c'est original. On suit Violette Sorrengail, qui est une cavalière, et sauf que justement, elle est censée ne pas y être, parce qu'elle a tout ce qu'il faut pas pour y être, grosso modo. Elle est petite, elle a un handicap, donc normalement y aller c'est un peu se tuer, c'est totalement suicidaire, sauf que sa mère elle y oblige.
Elle, à la base, elle voulait aller au cadran des scribes, ce qui n'a strictement rien à voir. Mais elle se retrouve en autre cadran, qui est le cadran... c'est pas mis le nom, pour devenir cavalière et dresseuse de dragon. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Et j'ai adoré l'héroïne pour le coup. Violette a du caractère, elle a du sarcasme aussi. Malgré son handicap, elle le tait, elle arrive à le cacher, elle fait tout pour le cacher. Et évidemment que dès les premières épreuves pour pouvoir devenir cavalière, arriver ne serait-ce qu'au cadran qui la concerne, elle a des épreuves à passer. Et elle va croiser la route d'un monsieur, évidemment, dont j'ai pas le nom dans la 4ème de couvre parce qu'ils sont super sympas, ils le mettent pas en 4ème de couvre, c'est à moi de le chercher. Qui est forcément un beau brun ténébreux, enfin bref, le cliché absolu, que je vais chercher à la fin parce qu'à mon avis j'aurai plus vite à la fin. Et je vais pas le trouver. D'habitude je l'ai en tête et là je l'ai pas. En fait, plus je réfléchis et moins je me souviens. C'est horrible ça, cette situation. C'est pas... Xéden, voilà, Xéden. Désolée. Je vous dis, moi et la mémoire, des fois, ça va pas. Et là, il est 30 degrés chez moi, c'est quelque chose. Donc Xéden est grosso modo, dès qu'on le croise, c'est le beau ténébreux parfait, physiquement, qui se montre froid, qui la déteste. Sauf que forcément, enemy to lovers, bref, j'ai pas besoin d'en dire plus. Il y a des scènes hyper explicites entre les deux à la fin, qui durent 4 pages. Je trouve ça beaucoup trop long, 4 pages. Et ce qui m'agaçait dans le livre, parce qu'il faut bien un défaut quelque part, et ça m'a cassé vraiment pour le coup, c'est le nombre de fois où il était écrit putain. Et à des moments que je trouvais pas utile. Déjà, elle aurait pu changer d'insulte pour dire de varier un peu. Et au-delà de ça, il y a des moments, pour moi, ça n'avait rien à faire là. Donc, à la fin de ma lecture, ouais, j'ai passé un bon moment. Ouais, c'est original. Franchement, honnêtement, l'univers est très original. Le fait que ce soit des dragons, que Violette ait cette particularité, ce caractère, les progressions, il y a des choses que j'ai pas forcément vu venir, mais j'étais vraiment plongée dans l'histoire et immergée totalement, franchement. Par contre, ouais, au niveau de la plume, je sais pas, je pense qu'il y aurait pu... je pense que l'autrice, j'ai l'impression qu'elle a trouvé des astuces pour prolonger l'histoire et en faire une pavasse qui méritait pas. Je pense que ça aurait pu être coupé. De savoir que la saga est censée faire 5 tomes, moi j'ai du mal à imaginer sur 5 tomes ce type d'histoire, très sincèrement. J'ai un gros doute. Je sais pas trop. On m'a dit que le tome 2 vraisemblablement elle s'était améliorée sur au niveau de la plume et de ces fameuses insultes parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pleins. Moi je sais pas, regarde, j'ai survolé des avis divers et variés parce que j'aime bien voir les extrêmes un peu pour voir. Et dans certains avis, il y en a qui ont dit que Violette était très agaçante dans le tome 2. Si elle va vers ce que je crois et ce que j'imagine déjà en ayant fini le tome 1, je pense que ça va très fortement m'agacer. Donc là, il y a sur le groupe de lecture dont je fais partie au pays des lecteurs, elles sont en train de lire le tome 2, donc j'attends d'avoir leur avis pour me décider si j'achète ou pas la suite. D'autant qu'on n'est pas près d'avoir le tome 4 parce que l'autrice est seulement en train de l'écrire apparemment, enfin j'ai pas trop suivi l'affaire mais bref. Donc c'est un très bon roman avec des personnages vraiment intéressants, un univers vraiment, c'est genre tu vis ou tu meurs, c'est les extrêmes, grosso modo c'est ça. J'ai appris, alors c'est même pas un triangle amoureux mais j'ai cru qu'elle nous créait ça l'autrice et ça m'aurait agacé. Il y a un des personnages où moi très vite j'ai senti que c'était quelqu'un d'un peu toxique et qui voulait avoir la main mise sur Violette, mais heureusement ça s'est pas passé comme ça aurait pu se passer dans d'autres tomes. J'espère que ce sera pas le cas dans la suite parce que pareil ça va m'énerver. Bref, grosso modo tout ça pour dire que c'est un très bon livre, que je pense qu'il aurait pu être encore mieux s'il n'y avait pas eu ces petites longueurs qui n'en sont pas tant que ça. J'ai adoré en fait il y a 2 dragons qu'on a la chance de découvrir mentalement aussi dans le livre. J'ai adoré les 2. Franchement, j'aime bien l'idée que les dragons se lient avec un humain mais choisissent eux l'humain. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs la façon dont l'autrice a choisi que le lien se fasse. Ça passe ou ça casse, grosso modo. On est toujours vraiment sur genre si tu fais un pas de côté tu peux mourir. C'est un peu ça l'idée dans ce livre, c'est tout le temps comme ça. Donc on est tenu en haleine
même dans les moments les plus calmes, on peut être tenu en haleine, ça j'ai adoré aussi. Donc en fait ce livre, il y a beaucoup de qualités. Le seul truc, c'est que je pense que ça aurait pu être... Je pense qu'il y a un truc qui aurait pu être retravaillé déjà pour éviter une pavasse comme ça. Pourtant, il n'y avait pas de temps mort, mais il y avait des passages où je me disais sur la romance, c'est sur la romance en fait que ça m'a posé problème. Je vais dire ouais c'est bon, allez après, et par contre ouais, des scènes explicites sur 4 pages, non c'est trop long. Et hyper détaillé. Et honnêtement, il y a des moments où je me dis ouais, enfin c'est limite, niveau crédibilité on est très limite. Enfin bref. Sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, me dire ce que vous avez lu dernièrement. Si vous avez lu Force Wing, surtout la suite, n'hésitez pas à me donner votre avis, m'aider dans ma décision future. Même si honnêtement je pense que ce sera pas ma priorité, mais je médite encore la question. Il n'est pas impossible que je change d'avis. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Salut!